présente, je suis Camille Modica, je suis donc la responsable communication à la clinique du Parc à Lyon. Aujourd'hui, du coup, un webinaire avec le docteur Junta, qui est donc chirurgien orthopédiste à la clinique, qui nous a rejoint du coup en début d'année dernière. Aujourd'hui, un sujet sur les indications chirurgicales des entorses de cheville quad neuf en 2022. Alors, l'orthopédie, c'est un des pôles d'excellence de la clinique du Parc. Il y en a quatre autres. On a donc la chirurgie esthétique, la chirurgie bariatrique, la neurochirurgie, la chirurgie du rachis et la chirurgie ophtalmo. Donc, 5 pôles d'excellence. On a également plusieurs sites qui gravitent autour de la clinique du Parc. Un centre dédié à la chirurgie réfractive, un centre plutôt tourné sur la chirurgie oculaire avec le centre Bleuter-Kléber et le Trauma Park. Donc, c'est le dernier centre qu'on a ouvert, qui est donc un centre de traumatologie sans rendez-vous, qui prend des patients justement atteints de traumatisme, lésions, luxations, ce genre de choses. Et sur lequel justement on a un pôle justement un pôle pied-cheville à l'étage avec donc des bureaux de consultation où se trouve justement le docteur Junta qui consulte donc au Trauma Park. C'est donc à 1 minute à pied de la clinique du Parc. Voilà pour les propos un peu introductifs par rapport à l'établissement. Donc ce soir, 40 minutes du coup de présentation à peu près, 20 minutes de questions. Je ferai la modération du coup à la fin, comme à chaque fois. Vous avez une rubrique en bas de votre écran, la rubrique Q&R, qui vous permet justement de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, au cours de l'intervention du docteur Junta, de poser vos questions. Et ensuite, je me ferai le porte-parole de ces questions pour qu'ensuite, justement, le docteur puisse vous répondre et rentrer justement dans une deuxième partie de webinaire qui sera plutôt un temps d'échange. Enfin, vous avez la possibilité donc d'ajouter le docteur Junta à votre réseau sur Mérédit Santé, que je remercie vivement justement de permettre d'organiser justement ce webinaire et de pouvoir justement transmettre toutes ces informations-là sur le web. Donc, un grand merci à Mérédit Santé pour l'organisation. Et ensuite, un sondage vous sera envoyé pour évaluer de la partie technique justement à des fins justement d'amélioration de la plateforme sur lequel voilà, vous êtes invité bien sûr à répondre. Je rends le bâton de parole du coup au docteur Junta, chirurgien orthopédiste à la clinique du Parc pour justement ce webinaire. Et voilà, je vous souhaite à tous du coup une bonne présentation et un bon webinaire. Merci Camille. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis le docteur Junta Jean-Charles. J'exerce en tant que chirurgien pied-cheville à la clinique du Parc. Et ce soir, je vais vous présenter un sujet qui me passionne et qui m'est un peu cher, c'est les indications chirurgicales des entorses de cheville. Je vais rester assez factuel et je vais me baser sur la littérature scientifique de ces dernières années pour vous présenter ce qui se fait aujourd'hui en termes de chirurgie, en termes de philosophie sur la chirurgie ligamentaire de cheville. Donc, pour commencer cette présentation, j'aimerais vous raconter une petite histoire d'un footballeur que potentiellement tous ceux qui suivent le foot actuellement connaissent. C'est la star anglaise attaquant de Tottenham, Harry Kane, qui fait une carrière assez phénoménale, qui présente justement une lésion au niveau de ses ligaments de cheville du côté gauche. Et c'est pour vous faire un peu la chronologie de ce patient star pour un peu le calquer à nos patients qu'on peut voir qui sont pas forcément sportifs de haut niveau, qui sont moins sportifs. Et l'histoire est un peu toujours la même. Et j'aimerais vous alerter sur ces accidents qui se font de façon répétée et qui entraînent une cause à nos patients. Tout a commencé chez lui en 2012-2013 quand il jouait à Northwich. Il a fait une première entorse grave de cheville qui a été immobilisé comme il était dit à l'époque, avec de la kinésithérapie. Donc, vous voyez, il a eu 85 jours d'arrêt et 12 batchs d'absence. Il a eu une période lune de miel où il a refait une entorse lors d'un match en 2016-2017.
Et là, à partir de là, pression pour lui un peu financière, enchaînement des matchs. Il s'est blessé plusieurs fois pour, au final, sur 8 ans, faire 9 entorses. Donc, ça fait à peu près une entorse par an. C'est vu comme ça, ce n'est pas assez. Ça peut paraître faible, mais ça lui a fait quand même 284 jours d'arrêt. Pour un sportif de haut niveau, c'est quand même très important. Ça fait plus de 50 matchs, si on calcule tous les matchs, ça fait plus de 50 matchs, donc ça fait plus d'une saison manquée. Et il avait été alerté en 2018-2019 par un chirurgien anglais reconnu qui lui avait dit, Harry, il faut te faire opérer de la cheville si tu veux éviter des nouvelles entorses. Donc, il en a refait en 2020-2021 où on l'a vu quand même absent des terrains, même s'il continue une très belle carrière. Alors, que penser de cette histoire? Déjà, au-delà de cette personne médiatique, c'est pour souligner que l'entorse de cheville, depuis de nombreuses années, c'est un problème de santé publique. L'entorse aiguë de cheville, c'est dans la revue de la littérature aux États-Unis de 2019, c'est environ entre 19 et 26 patients sur 1000 par an qui présentent une entorse de cheville. Donc, ça représente des millions de patients, ce qui est assez colossal. Et l'autre point clé, c'est que les études épidémiologiques, notamment celle d'Herzog de 2019, montrent que dans ces entorses aiguës, il y a à peu près 70% des patients qui présentent un tableau qu'on appelle instabilité de cheville. Ce n'est pas forcément une véritable instabilité de cheville, mais c'est une gêne, des douleurs qui peuvent être récurrentes, prolongées et qui peuvent gêner le patient. Donc, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui sollicite énormément nos médecins du sport, chirurgiens, kinésithérapeutes, dans la prise en charge de ces patients. Donc, c'est pour ça que l'entorse de cheville, il faut être alerte. Il faut pas la prendre à la légère et la traiter dès les épisodes aigus. L'évolution de ces entorses de cheville, ce sont les lésions associées qui peuvent être cartilagineuses et du ligament interne. Une étude de 2014 montrait qu'il y avait, après une entorse récidivante de cheville, 3 fois plus de risque d'avoir une lésion ostéochondrale, c'est-à-dire une lésion cartilagineuse du dôme astragalien. Et une lésion ligamentaire interne était 4 fois plus présente chez ces patients-ci. L'évolution vers une instabilité avec une gêne fonctionnelle, ça se retrouve, d'après l'étude de Doherty de 2016, dans 40% des cas après la première année, après un premier épisode, ce qui est quand même assez colossal par rapport au nombre initiaux de patients traités pour une entorse de cheville. Si vous prenez les patients américains, le chiffre d'Herzog, c'est à peu près 4 millions d'entorses de cheville aiguës. Si vous en prenez 40%, c'est quand même assez colossal et ça montre un panel de patients assez énorme qui sont gênés par cette cheville, par ce traumatisme de cheville. L'évolution de l'instabilité, ça a été montré que suivant les études, entre 13% et 22%, il y avait un risque d'arthrose au long cours. Donc, pourquoi traiter les entorses de cheville? C'est pour stabiliser cette cheville. Il faut stabiliser cette cheville. Il faut que nos patients soient traités parce que il y a un célèbre footballeur, Van Basten, qui a présenté des entorses à répétition et qui s'est retrouvé avec une arthrose bilatérale et c'est ce qui a provoqué cette instabilité, a provoqué sa rupture précoce internationale, puisqu'à l'âge de 30 ans, il a arrêté toutes ses activités du fait de ses douleurs et instabilités. Comment reconnaître ces entorses qui sont à risque? C'est un premier épisode d'entorse grave de cheville. Une entorse grave de cheville, c'est physiopathologiquement une rupture d'un ou deux ou plusieurs ligaments. Ça peut être
le LTFA, ligament talofibulaire antérieur, ou le ligament calcanéo-fibulaire, ou bien le LTFAI, le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur. Les signes cliniques d'une entorse grave, ils sont initialement fonctionnels. C'est un craquement audible par le patient, c'est une impotence fonctionnelle immédiate par le patient et c'est une cheville qui devient tout de suite gonflée et il y a un hématome qui apparaît. Pourquoi tous ces signes? Qu'est-ce que montrent ces signes? Ils montrent que quelque chose est cassé. Il y a un saignement qui se passe dans l'articulation et quand il y a un saignement qui se passe dans l'articulation, c'est soit qu'il y a une fracture liée à une rupture osseuse, corticale osseuse, soit il y a une rupture ligamentaire. C'est pour cela qu'en urgence, devant un patient qui ne pose pas le pied par terre, qui a une grosse cheville inexaminable avec un début d'hématome, il faut éliminer en premier lieu une fracture. S'il n'y a pas de fracture et qu'il y a un hématome, une impotence, alors il y a une rupture ligamentaire. Ces entorses, souvent, elles évoluent mal. Pourquoi? L'autre mot-clé, c'est des entorses non soignées. Quand je dis entorses non soignées, c'est des entorses qui n'ont pas été immobilisées ou qui ont eu une durée raccourcie et qui, dans les suites, très souvent, n'ont pas de rééducation. L'étude qui est très intéressante de 2018 de l'équipe de notamment Van Dijk, qui est un chirurgien hollandais célèbre sur l'arthroscopie de cheville, on fait une méta-analyse et on montrait deux choses. On montrait dans cette méta-analyse, qui est une revue un peu de plein d'études scientifiques, qu'il fallait immobiliser les patients en aigu. La grosse nouveauté de cette étude, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une immobilisation plâtrée ou par botte, une immobilisation par une attelle semi-rigide bloquant les mouvements de pronosupination suffit à immobiliser le patient. Et il faut respecter une immobilisation entre 4 et 6 semaines. Quand cela est fait, il faut réexaminer le patient et il faut lui donner des séances de kinésithérapie. Et la kinésithérapie, ça a été montré que c'est fondamental de la commencer après l'immobilisation et de travailler la part fonctionnelle sur tous les muscles éverseurs et la proprioception, ce qui diminue très nettement les risques vers une évolution d'instabilité. Donc, une entorse aiguë bien soignée, c'est une entorse immobilisée et rééduquée. Donc, quand est-ce qu'on adresse les entorses aux chirurgiens? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, le plus connu, c'est l'instabilité de cheville. L'instabilité de cheville, c'est un signe fonctionnel. C'est un patient qui se plaint de répétition d'entorse ou de foulure. Il sent que sa cheville qui se dérobe, il appréhende certaines activités, il a une perte de confiance en cette cheville. Elle se produit en terrain irrégulier ou terrain plat. Cette instabilité de cheville, elle entraîne une gêne fonctionnelle qui amène le patient à arrêter ou à adapter ses activités physiques. Ça, c'est le premier signe, c'est l'entorse qui n'a pas été soignée correctement et qui évolue avec des entorses à répétition. L'autre chose, c'est une entorse qui présente des lésions associées, c'est-à-dire des lésions ostéochondrales, cartilagineuses, qu'on retrouve à la radio initiale. Ces lésions peuvent être totalement instables, donc c'est important de les traiter et de les diagnostiquer rapidement pour une prise en charge chirurgicale, notamment refixer ce fragment osseux ou le retirer si il n'est plus viable. Mais il faut proposer quelque chose parce que forcément, s'il y a une lésion ostéochondrale qui n'est pas stable, cela entraînera une douleur au patient et il ne pourra pas avancer correctement sur son plan rééducatif. Il y a les lésions des fibulaires et voire dans certains cas des fractures.
les sportifs professionnels avec des lésions ligamentaires objectivées. En effet, toujours dans la même étude de Van Dijk et Goldberg, il a été montré que dans les études, les sportifs de haut niveau avec une lésion ligamentaire aiguë, il était préférable de les opérer pour permettre une reprise de l'activité précoce et leur diminuer leur temps de repos sportif. Un autre cas où il faut adresser le patient au chirurgien, c'est quand la cheville reste douloureuse malgré un traitement médical bien conduit, kiné, immobilisation. C'est date 3 mois chez un sportif de compétition, non compétitif, 3 mois chez un sportif compétiteur ou très actif, ou 6 mois chez un sportif loisir ou non sportif. Ces cut-offs ont été décrits dans un article de Monsieur Song qui refaisait un peu la revue de la littérature et qui donnait des guidelines sur les instabilités de cheville. Et il a été montré qu'au-delà de 3 mois chez un sportif de bon niveau, les suites pouvaient être compliquées s'il n'était pas pris en charge rapidement. Et chez des sportifs loisirs ou non compétiteurs, ce délai était porté plus à 6 mois. Un autre concept qui est récent, c'est le concept de micro-instabilité décrit par Jordi Vega. C'est ces fameuses impingement antérolatérales. Très récemment, certains patients se plaignaient de douleurs de la gouttière antérolatérale. On les infiltrait, ça passait pas très bien, voire pas du tout. Puis un jour, un chirurgien faisait un débridement de toute la fibrose. Le résultat était plutôt aléatoire. Et en fait, ils se sont amusés à refaire des échos et à reprendre les dossiers. Et ils ont vu il y avait souvent une distension du LTFA. Le LTFA, c'est un ligament qui est assez important dans le tiroir antéro-postérieur de la cheville, et quand il est rompu, il crée des micro-mouvements dans le plan antéro-postérieur, ce qui peut créer des micro-mouvements et entraîner des micro-douleurs. Et le fait de le réparer, ça permet de stabiliser la cheville dans le plan antéro-postérieur et d'éviter ces micro-instabilités. Dans les chevilles douloureuses, j'ai mis aussi les ruptures chroniques du LTFAI. Un tableau classique, c'est une lésion tibio-fibulaire antéro-inférieure qui est passée inaperçue aux urgences et qui n'a jamais été immobilisée. Le patient a eu une attelle Aircast. Le patient a commencé la kiné et il persiste des douleurs. On refait une écho et on s'aperçoit qu'il y a une lésion de ce ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur. Et dans ces cas-là, il faut aller le réparer, il faut aller stabiliser la cheville, car s'il n'a jamais été immobilisé, le patient se plaint de douleurs et d'instabilité assez fréquemment, et notamment sur terrain irrégulier. L'instabilité vient souvent sur terrain irrégulier. Quelle population est concernée par les traitements chirurgicaux? On a vu les sportifs de haut niveau et toute personne fonctionnellement gênée à distance d'un épisode aigu. Donc, instabilité chronique, douleur chronique, diagnostic de LTFAI passé inaperçu, diagnostic de micro-instabilité persistante. C'est cette population concernée, c'est un comité d'experts qui a publié sur cela et qui a ciblé ces 2 grands groupes de patients à traiter chirurgicalement.
Le chirurgien en consultation doit le voir avec quel examen. Il y a un examen clinique à réaliser par le praticien. Il y a une échographie avec manœuvre dynamique ou IRM pour voir l'état ligamentaire. Une radio posturale qui est en charge de face de profil et un méhari. Le méhari, c'est pour voir l'axe de l'arrière-pied, car le varus de l'arrière-pied est un facteur de risque d'instabilité de cheville et de mauvais résultats chirurgicaux si on répare les ligaments. Une incidence de face et de profil sont là pour voir des arrachements osseux de la pointe de malléole externe ou voir des lésions ostéochondrales passer inaperçues initialement. Devant toute cheville douloureuse chronique, on a tendance également à faire un arthroscanner pour éliminer des lésions cartilagineuses passées occultes. Ces examens, l'ensemble de ces examens, c'est les examens recommandés par le consensus d'experts sur l'instabilité de cheville. Et la place de l'échographie maintenant devient prépondérante avec des radiologues ostéo-articulaires confirmés. Et les études ont montré que l'échographie était un très bon examen pour voir les ligaments, car en plus, les radiologues peuvent faire des manœuvres dynamiques pour voir la tension ligamentaire, ce qui est une très bonne chose pour savoir si le ligament est réparable ou pas. Avec quelle technique on peut réparer les ligaments? Ça doit rester une chirurgie à la carte et je vous présenterai un arbre décisionnel dans les suites. Et le but de la chirurgie doit rester toujours le même en orthopédie et pour la chirurgie ligamentaire, c'est stabiliser l'articulation. Donc, il faut stabiliser la cheville et rétablir la fonction. C'est-à-dire que le patient doit reprendre ses activités sportives. La chirurgie se fait maintenant exclusivement sous arthroscopie. L'arthroscopie, c'est une caméra qu'on met dans l'articulation et qui permet de réparer la lésion concernée et surtout de refaire un check-up sans faire de multiples incisions pour voir le bilan articulaire du patient et voir s'il y a d'autres lésions associées. Je vous ai mis à droite des images des voies d'abord d'arthroscopie. Donc, il y en a une en dehors du nerf fibulaire superficiel en dessous de la malléole externe et une autre qui est un peu ou sur le tibial antérieur. Toutes les techniques arthroscopiques ont été validées sur cadavre. Les techniques ont été décrites et ont été reproductibles. Les premières études sont sorties en 2014 et on peut remercier un Français, le docteur Guillot, qui a fait un travail considérable sur la démocratisation de ces techniques que je vais vous présenter juste après. Et ces techniques, elles sont suivant le patient, suivant la sémiologie, et on a plusieurs cordes à notre arc. La première chose, c'est la plainte du patient. On se réfère toujours à la plainte du patient et il faut toujours savoir si c'est le patient se plaint d'une douleur qui est chronique ou d'une instabilité. Commençons d'abord par l'instabilité. Donc, vous confirmez, le patient vous explique qu'il se tord régulièrement la cheville, qu'il a une appréhension, qu'il joue, qu'il fait ses matchs avec une chevillère parce que sinon il se tord la cheville, ça lui met plus de confiance. Vous lui faites le testing clinique, il a une laxité qui est pathologique par rapport au côté contralatéral et vous faites une imagerie complémentaire pour objectiver la lésion. Vous avez deux cas de figure. Vous avez la lésion des deux faisceaux principaux du ligament externe, donc le LTFA, le LCF, qui sont rompus ou non réparables, avec cette laxité
cliniques du coup correspondantes, donc laxité antéro-postérieure et laxité en varus. Vous avez ou pas un contexte d'hyperlaxité. Dans ce cas-là, il faut faire une reconstruction arthroscopique par autogreffe. C'est-à-dire l'autogreffe, c'est un prélèvement du tendon droit interne qui se prélève au niveau du genou, comme on voit sur la photo en bas à droite. Ce ligament sert également pour les reconstructions du ligament croisé antérieur du genou. Le fait de faire cette chirurgie en arthroscopie vous permet également de réparer des lésions associées, LTFAI et cartilagineuses, voire fibulaires. Enfin, un autre versant, donc c'est la colonne du milieu. Si vous avez une lésion isolée du LTFA qui n'est pas forcément réparable à l'échographie chez un patient qui est laxe, qui est un contexte de laxité, avec une douleur qui peut être ou pas prédominante, il faut privilégier une réparation arthroscopique parce que un ligament qui est visible à l'échographie, qui est simplement distendu ou décroché ou rompu partiellement, on peut aller le retendre sur son point d'insertion au niveau de la mamelle externe. Donc, dans ce cas-là, on privilégiera une réparation arthroscopique. Si c'est un patient qui a une grosse demande fonctionnelle, donc on pense aux sportifs en compétition, danseuses parce qu'elles font beaucoup de pointes ou arts martiaux. Le problème des arts martiaux, c'est notamment, je pense, au kickboxing ou à la boxe française. Dans ces sports de combat, on apprend à taper avec une cheville molle et du coup, les ligaments sont beaucoup, et on apprend à taper avec le tibia pour le kickboxing. Donc, les ligaments sont beaucoup plus en contrainte sur le plan antéro-postérieur et du coup, il faut apporter un renfort supplémentaire. Pareil, vu qu'on est sous arthroscopie, on peut traiter les lésions associées. Si le ligament LTFA n'est pas réparable, il faut privilégier une greffe. On verra après que certaines équipes disent qu'on peut réparer tout le temps le ligament talofibulaire, quelle que soit la circonstance. Ceci, je le dis avec des pincettes, c'est certaines équipes qui le proposent. Enfin, vous avez le versant patient qui a une douleur vraiment chronique, qui est sédentaire, qui a une douleur à plus de 6 mois ou 3 mois et sportif compétiteur. Il a une lésion isolée du LTFA qui est réparable avec une simple laxité antéro-postérieure avec des douleurs prédominantes. Là, il faut simplement réparer le LTFA. Une micro-instabilité où il y a une déficience du LTFA, il faut aller réparer le LTFA. Enfin, si c'était une lésion du LTFAI qui était passée inaperçue et qui reste douloureuse à distance, il faut aller stabiliser ce ligament LTFAI en l'avivant sous arthroscopie et en le protégeant et en mettant un ligament synthétique au niveau du tibia et de la fibula. Quelles sont les suites après une réparation ligamentaire sous arthroscopie? Pour tous les patients et pour toutes les techniques, c'est la même chose. C'est un appui à 100% dès la sortie d'hospitalisation avec une attelle. Et le but, c'est de débuter la kiné le plus précocement possible pour récupérer des amplitudes articulaires, pour diminuer le phénomène, diminuer l'inflammation avec de la cryothérapie. C'est se replacer un peu dans si vous voulez, dans un contexte aigu où il faut diminuer la douleur. Et les patients qui sont éligibles à un traitement chirurgical pour une réparation ligamentaire, avant chaque intervention, on refait de la kinésithérapie à visée réathlétisation des fibulaires, avec un travail dans l'axe et s'assurer d'une bonne mobilité articulaire pour, si vous voulez, faciliter la rééducation post-chirurgicale. Et
J'avais fait une petite étude avec un de mes pairs de chirurgie, le docteur Tourné, dans une étude où on avait comparé avec des patients qui avaient eu une chirurgie ligamentaire sur l'une de leurs chevilles, et en comparant à la cheville non opérée, on a vu qu'il y avait un déficit des fibulaires sur la cheville non opérée, et c'est important de faire travailler les deux chevilles dans le même temps. Donc ça, c'est la petite note en plus sur la rééducation. C'est important de faire travailler la cheville sur le côté également sain, parce qu'on est une marche bipède, et il faut pas oublier l'ensemble du membre inférieur. Pour quel résultat? Alors, un groupe de chirurgiens français en 2018, sous la houlette de Ronnie Lopez, avait fait une étude prospective analysant 286 chirurgies ligamentaires sous arthroscopie, et il avait été montré, vu que c'est une chirurgie intra-articulaire, il y avait une diminution des complications cutanées et infectieuses. Et l'autre avantage, c'était que vu que c'était une chirurgie intra-articulaire, on pouvait traiter les lésions associées sans faire des voies d'abord associées. Enfin, je vous ai mis 3 autres articles qui comparent la chirurgie arthroscopique à la chirurgie à ciel ouvert. Donc, le premier article de 2021 qui a été publié dans Arthroscopie étudie la chirurgie ligamentaire tout en arthroscopie à la chirurgie qui est en France le gold standard, le Bostrom Gould. Je vous ai mis une autre étude de Lee, c'est une étude américaine de 2017 qui a été publiée dans la JSM, qui cette fois comparait la réparation ligamentaire sous arthroscopie à différentes procédures à ciel ouvert. Et enfin, je vous ai mis une étude de 2021 qui compare la chirurgie arthroscopique ligamentaire à la reconstruction périostée dans les instabilités de cheville. Chirurgie ciel ouvert ou arthroscopique, c'est les mêmes résultats. Mais il y a une récupération à 3 mois qui est beaucoup plus rapide avec l'arthroscopie. La cheville est déjà stable et il y a moins de douleurs post-opératoires. Ceci est expliqué aussi que nos patients, on les fait marcher, on leur fait commencer la kinésithérapie. Dès le lendemain, dès la semaine suivante, donc la rééducation est beaucoup plus rapide, et ça nous permet d'être beaucoup plus efficient en termes de rapidité. L'autre chose, c'est que on a un respect de la vascularisation des tissus alentours, donc on a une meilleure cicatrisation vu qu'on fait pas de voie d'abord, on fait une voie centimétrique d'un côté et de l'autre. Donc l'atmosphère tissulaire, vasculaire de la cheville est préservée, donc ça nous permet tout de suite de reprendre l'appui à 100%, et ça va dans l'idée de ces études qui montrent que, en effet, au long cours, il n'y a pas forcément de différence, mais la reprise de la fonction est plus rapide, et c'est ça ce qui est important, et c'est ce que nous demandent les patients en consultation, c'est une reprise le plus rapidement possible, parce que tout le monde n'est pas joueur professionnel comme Harry Kane, mais beaucoup de gens, tous les gens travaillent, et énormément de gens font des travaux où ils se déplacent, où ils ont besoin de mobilisation, et on a une demande accrue de nos patients avec un résultat rapide. Alors, le résultat rapide, faut respecter la nature, certes, faut les tempérer, mais on peut leur proposer des
des solutions qui tendent à favoriser le rétablissement de façon contrôlée et un peu plus rapide. Les résultats des reconstructions, donc par autogreffe avec la reprise du sport, il y a 97% de reprise du sport sur 2 ans au même niveau. Les complications évoquées, ça peut être un hématome, alors souvent un hématome au niveau du point de prélèvement de greffe, et l'autre gène qu'il peut avoir, c'est le bouton cortical, comme vous voyez sur la fibula. On accroche on stabilise notre greffe à la fibula via un endobouton, et parfois cet endobouton peut être ressenti par le patient parce que au niveau de la fibula, la peau est véritablement sous l'os et il peut avoir des zones de frottement et une petite gêne. Cette plaquette, elle s'enlève au bout d'un mois. Voilà. Pour la retente ligamentaire, les différentes études, alors j'ai mis des études prospectives. Le résultat sur l'étude rétrospective de Monsieur Cordier en 2020 montrait un résultat à 2 ans très satisfaisant, et il y avait sur ces 55 patients seulement 1,8% de rupture itérative. Dans les 2 études, la complication révélée dans cette chirurgie, ça a été la neurapraxie du nerf fibulaire. Comme on a vu sur les voies d'abord, le nerf est pas très loin, et si on ne le repère pas en préopératoire, on peut aller le léser, et ça peut créer des dysesthésies à nos patients. Sur l'étude prospective qui est très intéressante, qui est apparue en 2021 dans une revue qui a une renommée assez importante, le JBJS américain. Leur but, c'était de montrer à 1 an, savoir est-ce que la retente permet une bonne correction de la laxité, en plus d'améliorer les scores fonctionnels. Et à 1 an, ils se sont aperçus que l'ensemble des patients avaient l'absence de tiroir aux examens radiographiques dynamiques, et les scores fonctionnels de ces patients étaient bons. Il n'y avait pas dans leur étude de rupture, et l'ensemble des sportifs à 1 an, l'ensemble des sportifs avaient repris le sport à 1 an. Mais pour faire de la retente, il faut que le LTFA soit réparable. C'est ce que avait souligné Monsieur Song en 2017, et c'est ce que avait souligné le docteur Guillot lorsqu'il présentait les techniques de retente et de reconstruction. Mais on peut remarquer dans la littérature que certains chirurgiens réalisent des réparations sur des ligaments de qualité médiocre. Il y a l'équipe de Mafouli et l'équipe de Vega qui réparent des ligaments qui étaient à l'imagerie de mauvaise qualité. Je m'attarderai pas trop là-dessus parce que les séries sont assez petites par rapport aux séries montrant l'inverse, mais c'est décrit dans la littérature. Donc, le take-home message que j'aimerais vous faire passer, c'est traiter les entorses aiguës de cheville, car il y a des complications et elles sont pas des moindres. Hein. Les études épidémiologiques sont quand même assez unanimes si on prend l'ensemble de la littérature. C'est que au bout d'1 an, on a beaucoup de patients qui présentent encore des gènes, une instabilité et qui se chronicisent et qui sont gênés sur leur fonctionnalité, sur leurs activités physiques. Donc, le maître mot, c'est stabiliser la cheville. C'est véritablement, il faut stabiliser la cheville, il faut prévenir des complications, lésions ostéochondrales, lésions arthrosiques à
à long terme. C'est comme le genou avec le ligament croisé antérieur du genou. Il faut pas que nos patients présentent des laxités, il ne faut pas qu'ils présentent des douleurs liées à des micro-instabilités. Il faut réparer, stabiliser nos chevilles. La chirurgie est à la carte, elle est selon le patient. Donc, si c'est un sportif, si il est laxe et suivant ses lésions. Si c'est des lésions des deux faisceaux, si c'est une lésion du LTFAI ou si c'est des lésions qui ne sont pas réparables. Il faut prendre tout ça en compte pour choisir la meilleure indication chirurgicale et la meilleure technique pour avoir un résultat optimal. La technique non invasive arthroscopique est donc fiable et reconnue. Elle a été décrite, publiée, comparée. Donc aujourd'hui, elle a toute sa place dans l'arsenal. Et surtout, elle présente les mêmes résultats qu'à ciel ouvert avec une récupération beaucoup plus rapide. Et elle respecte ce dogme de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie fonctionnelle. C'est notre but à tous, c'est de redonner la fonction à nos patients. Il faut que nos patients soient actifs dès la sortie de leur traitement et pour ça, il faut donner des techniques fiables et ça doit être notre credo. Ça doit être vraiment, il faut redonner de la fonction et de l'activité le plus précocement possible à nos patients pour qu'ils puissent reprendre leur activité comme avant. Eh ben, je vous remercie.